Pourquoi tu arbitres cet appartement. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, du coup, on va vous montrer l'appartement et on va donner le prix de vente et bien sûr tous les détails financiers du projet. J'ai acheté avec un associé, celui-ci, Ok. qui a à peu près mon âge aussi. Pareil, on n'était pas solvable, c'était un peu compliqué pour l'acheter. Donc on a aussi tous les deux fait chacun de notre côté un prêt étudiant. On a réuni les fonds et on a pu acheter cet appartement en SCI. Parlons-en de cette holding parce que tout le monde veut avoir sa holding. Ça fait classe, c'est vrai d'avoir une holding. Oui, tout à fait. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Et donc toi, tu l'as créé dans quel cadre? Comment ça fonctionne? Globalement, le principe de base d'une holding. Et pourquoi toi, tu en as créé une pour ta situation? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir Fabien. Bienvenue sur YouTube. Bonjour à tous. Écoute, merci à toi de nous accueillir. Je voulais t'interviewer aussi parce que premièrement, tu viens de rejoindre l'équipe Projet Locatif, oui. Déjà, et tu es un multi-investisseur assez jeune. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Tu as 25 ans et tu as déjà réalisé pas mal de choses. À 25 ans, tu as déjà un beau parcours, donc je trouvais intéressant que tu partages un peu ton expérience. Ça peut casser quelques barrières à certaines personnes qui ont peur d'investir. Aujourd'hui, je vais dire un gros mot. Tu vas me contredire, je sais pas, mais tu es rentier. Alors c'est le gros mot. Alors comme d'habitude, évidemment, quand on est rentier, le seul problème c'est l'indice d'UV pour la crème solaire quand tu vas aux Caraïbes, c'est ça? Il faut pouvoir gérer, c'est pas évident. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai cette chance de pouvoir travailler dans ce que j'aime, c'est-à-dire faire que de l'immobilier, donc ça je suis vachement content. Après quand on est dedans, on a toujours envie de faire plus, d'avancer plus loin, de réinvestir, etc. Donc aujourd'hui oui, effectivement j'ai la capacité, si je veux, de pouvoir, on va dire entre guillemets, moins de travailler, mais c'est pas du tout d'actualité. La vraie vie de rentier, c'est pas la réalité, justement, ça sera l'occasion de nous expliquer réellement, parce que tu fais pas mal d'investissements assez différents, des notions assez intéressantes, tu pourras nous en parler justement. Et aujourd'hui, oui, ta source principale de revenus est liée à l'immobilier, aux investissements immobiliers, par différents moyens. Et donc, il y a ton parcours que j'avais envie de partager. On va voir un appartement qui est juste derrière, que tu as choisi d'arbitrer, donc tu arbitres déjà. C'est ça. Là, donc, ça donne une idée déjà, sur déjà quelques investissements que tu as fait. Si tu te poses déjà des questions d'arbitrage, c'est que tu as fait déjà plusieurs investissements. Et puis aussi en termes de fiscalité, j'ai trouvé ça intéressant parce que tu as déjà une holding, donc il y a un peu l'apologie de la holding sur internet. Tout le monde veut un peu avoir sa holding, mais justement tu pourras nous expliquer pourquoi toi tu as fait une holding et quel intérêt à avoir une holding, justement, le fonctionnement un petit peu de base pour aider tous ceux qui se posent la question de savoir s'il y a vraiment un intérêt dès le début de créer sa holding en immobilier ou pas forcément. Oui, tout à fait. Ok. Donc là aujourd'hui, on est à Périgueux. On profite d'un petit rayon de soleil furtif juste avant la pluie. Oui, parce que moi je suis parti, il pleuvait. On est dans un secteur, là c'est vraiment un truc de fou. Heureusement, j'ai dépoussiéré mes lunettes parce que ça fait 3 mois que dans la région, il pleut sans arrêt. Donc on a de la chance, on profite d'un petit rayon de soleil. On est à Périgueux, donc petite ville moyenne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la ville? C'est là où tu investis aussi donc là, parmi d'autres villes? On est en Dordogne, Périgueux c'est une ville moyenne. Une ville moyenne, alors spécifiquement on n'est pas exactement à Périgueux, on a le panneau qui est juste à droite de l'autre côté quand on sort, le panneau Périgueux. Donc on est vraiment à côté de Périgueux, mais on est à Sanilhac ici. Et la petite spécificité qui est intéressante, notamment pour les investisseurs ici, c'est que à Périgueux on a une taxe foncière qui est relativement élevée quand même, comparé à ce qu'on peut trouver à Sanilhac. L'ordre d'idée c'est à peu près environ 50%, ça dépend des biens, ça dépend des localisations. On est à peu près 50% moins cher sur les taxes foncières à Sanilhac qu'à Périgueux. Donc étant donné qu'on a le panneau à 50 mètres, on n'est pas trop loin. On bénéficie de l'attraction. Le centre n'est pas non plus très loin, donc on bénéficie de tout ça et on a cette chance. C'est toujours agréable dans les calculs de rendement d'avoir une taxe foncière un petit peu plus basse que si on était à côté. Complètement, ouais, tout à fait. Alors, on a des secteurs où les taxes foncières sont assez chères, mais peu importe, tant qu'on est dans des bons équilibres financiers. Donc, ville assez intéressante, 30 000 habitants à peu près, Périgueux, donc c'est les bons compromis
qu'on aime bien parce qu'il y a quand même de la valeur patrimoniale, hein, un petit peu. Il y a du rendement aussi, mais on n'est pas dans l'ultra rural. Voilà, il y a une demande locative. Est-ce que tu peux nous parler de la demande locative du secteur? Qu'est-ce que tu en penses? Toi, là, c'est un projet de colocation qu'on va aller voir. Oui. Mais de manière générale, est-ce que la demande locative est bonne? Est-ce qu'il y a de la vacance? Quel est le type de population qui loue ici les logements? Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas mal de recul sur, on va dire, le taux d'occupation et la vacance locative qu'on peut avoir sur des colocations et pas qu'à Périgueux, dans d'autres villes. Du coup, ça me permet vraiment de comparer et de voir ici comment on s'en sort. Sur Périgueux, je dirais qu'on est à peu près dans la moyenne de toutes les villes qu'on peut trouver. Moi, je suis principalement dans des villes moyennes, donc on est typiquement sur ce que je sais faire ici. Globalement, en taux de vacances, c'est pas évident parce que ce logement, ça fait à peu près 2 ans qu'on l'exploite. Mais globalement, si je prends l'ensemble des logements, on a un taux qui est environ à peu près 2-3% de vacances, toutes chambres confondues. Donc on arrive à avoir des vacances assez faibles. C'est léger, oui. Ouais, c'est ça. Après, c'est très léger, de 3% de vacances locatives. Finalement. Ouais, c'est pas non plus énorme au final. C'est le temps des rotations? C'est le temps des rotations et puis souvent en fait on arrive quasiment à chaque fois on arrive à relouer avant que la personne soit partie parce qu'on a un préavis de 1 mois, ce qui n'est pas non plus énorme, mais si on s'y prend correctement, qu'on anticipe un petit peu, on arrive souvent à relouer avant que la personne parte. Et généralement on essaye de faire en sorte que les baux, c'est pas toujours le cas, mais se terminent plutôt en septembre quand il y a les rentrées. Ouais, si je peux rajouter juste une chose, on a souvent une croyance comme quoi dans les colocations, l'été, les étudiants partiraient tous, on n'aurait plus de location, il faut soit mettre en courte durée, soit aller autrement. Enfin, il y a un peu cette croyance-là. Pour mes colocations, moi, j'ai jamais eu ce problème-là. C'est-à-dire que soit mes locataires, ils restent. Ça, c'est le cas à peu près 2 fois sur 3. En général, ils restent pour l'été, quand ils ont un cursus qui continue après. Oui. Et sinon, on a le préavis en général qui arrive plutôt au mois de juin. Ça dépend quand est-ce que les examens finissent. Donc soit on reloue en septembre, donc là on peut avoir un petit peu de vacances. Ou alors, souvent, on arrive aussi à relouer assez rapidement. C'est pas forcément des étudiants, ça peut être des jeunes travailleurs, ça peut être des jeunes actifs, tout ça. Donc c'est vrai qu'on arrive globalement à maintenir un taux de vacances assez faible sur l'ensemble de l'année. Au niveau justement dans les colocations, c'est donc ça qu'on a cette croyance de penser que c'est principalement des étudiants. Toi par expérience, parce que du coup tu as enchaîné un petit peu là-dessus, donc je rebondis, en fait tu gères quand même pas mal de colocations. Le nombre de colocations que tu gères aujourd'hui, je sais même pas exactement, tu gères combien en ce moment? Parce que si tu as un immeuble à Bordeaux, il y en a un peu partout. En nombre de locataires, à peu près une trentaine environ aujourd'hui. D'accord. Et en colocation, aujourd'hui j'ai 6 colocations en gestion. Ok. Que ce soit de la sous-location ou des logements que j'ai achetés moi-même. Ok. En tout, il y a 6 locations. Et donc c'est à la proportion jeunes actifs, étudiants finalement, il y a beaucoup plus d'étudiants, beaucoup plus de jeunes actifs, ça dépend de la localisation. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est exactement ça, ça dépend de ta ville, ça dépend de ce que tu es dans la ville. Si on prend l'exemple par exemple de Niort, à Niort, surtout actuellement, j'ai beaucoup de profils d'ingénieurs qui travaillent dans des entreprises où ils font de la prestation pour des groupes d'assurance, parce qu'on a beaucoup de sièges sociaux pour les assurances à Niort. Donc on peut avoir ça d'un côté. Sur Périgueux, c'est plutôt de l'étudiant, mais aussi du jeunes actifs, c'est plutôt entre les deux. Donc en fonction des villes et de la localisation, on peut avoir des profils qui diffèrent. Mais c'est souvent soit des jeunes actifs, soit des étudiants, ou ça peut être souvent des gens qui viennent pour faire un travail, un CDD, une mission, ce genre de choses. D'accord, donc c'est assez varié, donc c'est des missions entre 1 an et 3 ans peut-être, il n'y a pas tant de turnover que ça. Ok. Intéressant, donc forcément là, quand on dit le nombre, on se dit déjà à ton âge tu as réussi à faire tout ça, tu as été confronté à toutes les difficultés que rencontrent les investisseurs, c'est principalement en étant jeune. Le financement, comment tu as pu rebondir justement? Je sais que là-dessus on aborde un peu là, on va après faire le tour de la colocation et on enchaînera sur l'ensemble des opérations parce que là on parle principalement de colocation mais tu as fait beaucoup d'autres choses aussi. Pour les financements, c'est pas évident quand on est jeune, qu'on n'est pas forcément solvable aux yeux de la banque, donc il faut trouver des solutions. Exact. Alors moi ce que j'avais fait pour mon premier investissement quand je venais d'être majeur, quand j'ai acheté mon premier appartement, j'ai fait un prêt étudiant. J'ai fait un prêt étudiant, donc c'est des prêts qui sont sur 10 ans, on a 60 mois de différé, on a 50 différés, puis après on rembourse sur 5 ans. Ça c'est super quand même, les 50 différés c'est vraiment top, tu rembourses que les assurances, tu rembourses pas. T'es pas obligé, tu peux aussi faire un différé total. Donc, tu peux faire le choix soit de faire un différé partiel où tu vas payer tes primes d'assurance pendant 5 ans et les intérêts. Ou alors tu peux décider, même les intérêts, tu peux ne pas les rembourser, tu peux les cumuler. Tu peux les cumuler, c'est-à-dire commencer à les rembourser au bout de 5 ans. Tu peux faire un différé total d'assurance, intérêts, etc. Ou tu peux choisir de payer une partie pendant les 5 premières années. Après
Voilà, Ok. c'est le choix. Et oui, ce qui est vachement intéressant, c'est que pendant 5 ans, j'ai eu la possibilité d'épargner ou de pouvoir réinvestir ces sommes-là, qui Bien du sûr. coup, tous les mois, je touchais, en l'occurrence, c'est une colocation de 3 chambres, donc un peu plus de 1 200 € de loyer par mois. Donc une fois que j'ai réglé les charges, les impôts, tout ça, il restait quand même un montant, ce qui permet de réinvestir, et pendant 5 ans, on est tranquille, quoi. Et peut-être même de revendre avant 5 ans. Et Je ne sais pas oui. si c'est le cas sur ce projet, Alors si sur c'était celui-ci, un projet avec un alors prêt sur étudiant. celui-ci, alors oui, on a fait. Alors j'ai acheté avec un associé celui-ci, Ok, qui a à peu près mon âge aussi. Pareil, on n'était pas solvable, c'était un peu compliqué pour l'acheter. Donc on a aussi tous les deux fait chacun de notre côté un prêt étudiant. On a réuni les fonds et on a pu acheter cet appartement en SCI. d'accord. Donc juste pour finir l'aparté sur le prêt étudiant, la banque ne demande pas énormément de justification. Quand tu fais un prêt étudiant, il faut apporter des éléments pour faire le prêt, c'est-à-dire quelles études tu vas faire, est-ce que tu vas devoir louer un logement. Dans le dossier de demande de financement, quels sont les éléments essentiels et importants pour définir une enveloppe et convaincre la banque finalement de prêter cet argent. Et même si cet argent n'est pas finalement alloué à un prêt étudiant, est-ce qu'il est décaissé facilement finalement après, est-ce qu'on peut le reprocher? Je pense pas, parce qu'on peut changer d'avis finalement dans la vie. Oui. On a le droit de changer d'avis, hein. C'est comme quand on achète une résidence principale, on a le droit de la mettre en location, après d'en faire un investissement locatif. Parce que là c'est un peu le même principe. C'est exactement ça, d'autant plus qu'un prêt étudiant aujourd'hui, c'est ni plus ni moins qu'un prêt consommation. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'allocation des fonds. Donc une fois qu'on nous a attribué la somme, on peut l'utiliser comme on veut, on ne pourra pas venir nous embêter par rapport à ça. Donc c'est quand même un point important à prendre en compte. Donc c'est-à-dire qu'on est assez tranquille une fois qu'on a eu son prêt. Ouais. Et après dans l'idée, c'est d'essayer d'aller voir son banquier avec un projet, on va dire, sérieux, qui puisse justifier cette demande de financement. Bien souvent sur des montants qu'on va aller chercher pour acheter des appartements, on va plutôt aller essayer de justifier, c'est plus simple de justifier des écoles de commerce. On a des années, on peut avoir des années assez chères à financer, ce qui peut aider à demander un montant élevé pour pouvoir débloquer une somme pour acheter l'appartement. D'accord. Et ce qui est très important pour un prêt étudiant, c'est d'avoir un garant qui peut se porter garant, parce que la banque elle va pas regarder les finances de l'étudiant, elle va regarder si son garant est solvable, parce qu'au final elle va se baser uniquement sur le revenu du garant pour voir si elle peut prêter à l'étudiant. Donc c'est quand même assez important d'avoir quelqu'un qui peut se porter garant pour vous. Cependant, si vous avez des petits projets que vous voulez mener, des petits projets jusqu'à 20 000 €, on peut faire ce qu'on appelle des PGE, c'est des prêts garantis par l'État, où là c'est l'État qui se porte garant pour l'étudiant, et donc on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un de notre famille ou un proche qui se porte garant pour nous. Excellent. Ça reste quand même limité à des petits projets jusqu'à 20 000 €, mais on peut toujours aller de ce côté-là si on est bloqué de l'autre côté. Ah, je savais pas. Et tu vois, je connaissais pas le PGE. Je connaissais pendant la période justement qu'on a connue où on faisait des prêts garantis par l'État pour les entreprises et tout ça, mais je connaissais pas que l'État pouvait se porter garant justement pour des petits prêts étudiants. Ouais. Chose que tu as fait aussi sur des parkings. Enfin, on expliquera un peu plus tard. C'est ça. Donc, alors là, on va voir un appartement. Donc là, tu arbitres. Juste cet appartement, parce que je vais te poser la question, pourquoi tu arbitres cet appartement? D'ailleurs, si vous êtes intéressé, du coup on va vous montrer l'appartement et on va donner le prix de vente et bien sûr tous les détails financiers du projet. Mais pourquoi tu as décidé de vendre cet appartement maintenant finalement et d'arbitrer? C'est quoi la réflexion derrière? L'idée ici, c'est toujours, comme j'ai dit un petit peu plus au début, d'essayer d'avancer, de réinvestir, de développer le patrimoine. Et là, j'arrive à un moment où les prêts étudiants, c'est un peu compliqué d'en faire plus. Je me suis déjà associé pour faire des prêts immobiliers classiques, mais bon, voilà, ça arrive à ses limites un petit peu. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est soit que je trouve de nouveaux associés, ou soit que je me dégage du cash. Donc l'idée, c'est de faire les deux en même temps, pour aller plus vite. Donc récupérer un petit peu de cash pour pouvoir refaire du levier à la banque, c'est-à-dire pouvoir réallouer une partie du montant de la plus-value pour acheter peut-être idéalement 2 voire 3 appartements, les amortir, les louer, etc. Et ensuite, une fois que ce sera le moment, aussi les arbitrer et repartir. Bien sûr, en fait, c'est que des marches ça. À chaque fois. C'est faut accepter de revendre, de perdre un peu, parce que là, ton patrimoine va baisser pendant un temps, mais pour mieux remonter après dans un second temps. C'est ça. Et donc, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. On n'en a jamais assez. Et même moi, dans mon parcours, là, je suis obligé de revendre et de récupérer encore du cash, même si j'en ai déjà assez. Mais plus on a de crédit, plus la banque veut du cash de côté. En indicateur, la banque, moi, me demande en général au moins 10% des sommes totales de capital restendu, de capitaux restendus en épargne. Donc voilà, donc plus on monte, plus on a besoin d'avoir de montants importants, même si l'argent ne trahit pas la banque.
C'est ce qui nous permet de faire du levier, de rassurer nos chers amis banquiers, sans qui nous ne serons rien, donc nous sommes rien, et donc je comprends très bien. Ok, mais bonne réflexion, parce que je vois beaucoup d'investisseurs qui ont du mal à se séparer de leurs biens, parce qu'ils s'attachent émotionnellement. Il ne faut pas s'attacher émotionnellement, il faut voir ça comme un tas de pierres, comme un tas de billets. Alors c'est difficile quand on a fait les travaux soi-même, quand on y a mis de l'affect, mais il ne faut pas d'affect, sinon ça nous fait prendre de mauvaises décisions. C'est un tableau Excel et il faut essayer de s'imaginer comme si c'était un tas de billets. Voilà, on n'a pas d'affect avec un tas de billets, mais en fait dans l'investissement immobilier, pour prendre des bonnes décisions, il faut voir ça comme un tas de billets. Donc ok, donc là c'est décidé. Le coût de ce projet, donc mise en vente, donc c'est une colocation 4 chambres. Oui. Le coût de vente de ce projet, tout compris, je crois qu'on était dans les 155 000 euros. C'est ça. Tout compris avec les frais notaires, voilà le coût total du projet. Bon, on va vous montrer. Et en termes de revenus, du coup, chaque chambre est louée combien on a de revenus locatifs? Alors en termes de loyer, donc si on prend les 4 chambres en loyer hors charge, on a un tout petit peu moins de 1500 euros, donc 1491, quelque chose comme ça. Donc au loyer hors charge, on est à peu près à ça. Donc les chambres à Périgueux, bon, ça dépend un petit peu aussi de la période dans l'année à laquelle vous les louez. On pourrait louer généralement un petit peu plus cher en septembre qu'au mois de mai en général. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Donc les loyers sont un petit peu évolutifs d'une année à l'autre, mais globalement on a à peu près 5, 6, 7% de différence entre le plus haut et le plus bas. Donc ça reste à peu près stable. Mais globalement une chambre sur Périgueux hors charge, on va la louer entre 330, 350. 320 à peu près dans ces eaux-là, entre 320 et 350. D'accord. Et ensuite il faut rajouter les charges. Donc au niveau des charges, on a 4 chambres ici. Donc on a 45 euros de charges par chambre, ça fait un peu moins de 200 euros par mois, ce qui permet de couvrir les frais de copropriété pour la partie locative et tout ce qui va être consommation d'énergie, la box internet, voilà, tout ce qui est lié au logement. D'accord, très bien. Mais du coup, ça permet d'être précis sur les chiffres puisque cette colocation, tu l'as depuis plusieurs années. C'est ça. Donc les chiffres sont calés maintenant précisément, quoi. Oui. Ok. Bon, allez, on va regarder ça alors. C'est parti. Yes. Oui, donc tant qu'on est à l'extérieur, en fait, là, il y a du stationnement. Donc ça, c'est le stationnement libre du coup des bâtiments. Ça permet de pouvoir se garer facilement, parce que je suppose que la plupart des jeunes travailleurs ou des étudiants ont un véhicule. Ouais, donc là, c'est hyper pratique d'avoir sa place de stationnement libre quand on rentre. C'est ça, ils peuvent se garer un petit peu partout. Il y a des places aussi sur le côté de ce côté-là. Ouais. Et il y a une barrière sécurisée qui a été installée aussi. Donc on peut rentrer avec un code ou un bip. Donc ça permet de rentrer dans le parking. C'est bien, ça évite que les gens de l'extérieur viennent se garer justement dans la résidence. Ça vient de limiter les squatters. Bon, les questions classiques dans la copro, est-ce qu'il y a des charges particulières? Est-ce qu'il y a des travaux qui sont prévus dans les années à venir? Alors, récemment, dans les travaux qui ont été effectués, on a eu donc, toutes les parties communes, on va aller voir, qui ont été refaites. Donc il y a tout qui a été repeint récemment. D'accord. Après, tout ce qui est gros travaux, etc., jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas spécialement d'informations sur des travaux à venir. Ok. Donc voilà, c'est une copro qui est plutôt saine. Aujourd'hui, pour parler un petit peu des montants des charges de copropriété, l'année dernière, sur le décompte de charges de l'année dernière, donc de 2023, on a une année où on n'a pas payé énormément en charges parce que les locataires ont sans doute consommé peu de chauffage apparemment. On a eu 1500 euros voilà, l'année dernière pour tout ce qui est charge de copropriété qui inclut donc le chauffage, l'eau froide et l'eau chaude. Il n'y a pas de système de chauffe d'eau individuelle dans l'appartement. Ça fait une chose de moins à s'en occuper. Tout à fait. C'est la copro qui gère. Comme c'est des forfaits de charge, c'est pas trop gênant finalement. C'est ça. Bien souvent dans ces vieux immeubles années 60-70, on a dans quasiment la totalité des cas, on a toujours au moins un chauffe-eau, chauffe-eau électrique, ou alors un petit chauffe-eau au gaz. Toujours l'un des deux. Et c'est vrai que c'est assez rare de ne pas avoir d'appareil sanitaire à s'occuper. Donc c'est toujours agréable. Il n'y a pas l'entretien annuel à faire, etc. pour les chauffe-eau au gaz. Toujours une chose de moins gérée. Ok. Très bien, donc ça permet d'avoir les charges, le compte rendu tous les ans. On prend le relevé du syndic et puis. C'est ça. Et pour l'année en cours, sur les derniers appels de fonds qu'on a reçus, on est à peu près à 500-550 euros d'appels de fonds par trimestre. D'accord. Ok, bon mais c'est bien, ça donne une idée, effectivement, ça couvre les dépenses. Il y a une partie qui reste à la charge du propriétaire qui n'est pas provisionnée dans les charges locatives. Reste propriétaire par trimestre, donc au propriétaire il lui reste à peu près 150 euros à sa charge. Donc à l'année on fait x4, ça fait à peu près 600 euros à l'année qui reste à la charge du propriétaire et le reste des charges peuvent être refacturés aux locataires, aux colocataires en l'occurrence qui sont en place. Ces 600 euros qui restent à la charge du propriétaire, c'est les frais de syndic, j'imagine. La location des compteurs, ce genre de choses. L'assurance du bâtiment, voilà, des choses comme ça. Ok.
Bon, enfin, vous pourrez envoyer, on mettra le mail de projet locatif si vous voulez vraiment tout le dossier complet, on pourra vous l'envoyer pour ceux qui sont intéressés sur le projet. Allez, go. Ouais. Oui, donc là, on vient de récupérer les clés auprès des locataires qui nous laissent les lieux libres, mais super sympa. Donc là, c'est des jeunes travailleurs, c'est étudiants, jeunes travailleurs qui travaillent. Alors, il y en a un qui travaille dans la restauration. D'accord. Et l'autre, j'avoue, j'ai pas fait mes devoirs, il faudrait que j'aille regarder son dossier. Ok, bon, en tout cas, tout le monde paye, tout va bien. Tout se passe bien, ouais. Et ok, c'est eux qui se trouvent des nouveaux locataires au fur et à mesure ou c'est toi qui... Donc on peut faire les deux. Après, c'est un peu la politique du propriétaire qui gère son bien comme il le souhaite. Oui. Soit effectivement, on peut demander au locataire sortant de trouver une personne pour effectivement remplacer la personne et rouler le bien sans avoir besoin de s'en occuper, mis à part valider, vérifier les pièces du dossier, etc. Oui. Ça peut être une solution. Moi aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais c'est celle que je pratique. J'aime bien avoir encore la main un petit peu sur mes annonces, comment je présente le bien, mes recherches de locataires, etc. Donc je le fais, c'est ce travail que je fais encore moi-même. C'est moi qui passe les appels, c'est moi qui organise les visites. Donc je ne fais pas moi-même les visites, mais je les connecte avec mes locataires en place pour qu'ils puissent trouver un créneau de visite et effectuer une visite. Très bien. Moi je gère tout à distance, voilà. Mais juste la partie physique, je la délègue aux locataires en place. Mais c'est vrai que... c'est un bon entre-deux, je trouve. Peut-être aussi, ouais. C'est un bon entre-deux, tu gardes la main pour sélectionner les dossiers et après, si ça match de ton côté, c'est la visite avec finalement les futurs colocataires, voir s'ils vont s'entendre entre eux, t'attends le retour des colocataires et ça permet de gérer à distance et de ne pas avoir cette problématique de multiplier les visites, de pouvoir déléguer une partie et puis de manière, c'est eux qui vont vivre avec, donc c'est un bon compromis. Ça permet aussi aux locataires entrants de rencontrer les locataires en place. Ouais. Et c'est toujours bien qu'ils se rencontrent un petit peu avant parce que ça peut arriver que des fois ça ne matche pas. Okay. Et puis au moins ils le voient dès le début, ça peut arriver. Oui. Et ça peut éviter éventuellement peut-être des problèmes qu'on aurait eu plus tard si c'était mis ensemble dans la coloc, que de les faire rentrer sans qu'ils puissent se côtoyer avant, quoi. Dernière question, après on va voir l'appartement. Par expérience, parce que comme tu as quand même beaucoup d'expérience sur la coloc, garçon-fille, que des garçons, que des filles? Je vais casser un mythe. Non. Alors les garçons... Moi je pars du principe que des filles c'est le top. Il n'y a pas de règle, en tout cas pas de par mon expérience. On a eu des colocs plutôt féminines, on a eu des colocs plutôt masculines. On a eu des deux. Les temps changent de toute manière maintenant. Hein. Ouais, on a eu les deux et c'est vrai que j'ai été un petit peu surpris, surtout que j'étais plus jeune il y a quelques années. Je suis encore très jeune. Ouais. Mais je pensais naïvement que les filles étaient plus propres que les garçons. Peut-être, mais pas à chaque fois en tout cas. Okay. Par contre, ce qui marche bien, je pense, c'est ce qu'on fait systématiquement, c'est on essaye toujours d'avoir de la mixité dans les colocations, d'avoir des garçons et des filles. Bon, des fois ça plaît pas, on peut pas satisfaire tout le monde, mais l'avantage c'est que on a cette impression où ça vient créer un espèce de climat d'équilibre, c'est ça, entre les garçons et les filles, où peut-être que l'autre a plus de respect envers l'autre personne parce qu'il y a moins cette proximité que quand c'est que des garçons ou que des filles. Ils s'en foutent, c'est que des mecs, puis la fille, ils savent qu'elle est là, ça tempère un peu. Exactement. Les garçons. Ouais, je pense que c'est. Je pense que ça va un peu dans les deux sens, que ce soit que des filles ou que des garçons. Bon, peut-être que les garçons un peu plus, mais je pense que ça joue dans les deux sens. Ouais. Super intéressant ton retour. Merci. Bon, alors du coup, là on est dans les communs, comme d'habitude, les compteurs, de toute manière là, toi, à ta charge, tu as le compteur électrique et après le compteur d'eau, on a compris, c'est dans les charges avec le syndic. Donc toi, tu as juste un compteur électrique qui correspond à ton appartement. Il n'y a pas de compteur gaz puisqu'on a compris, c'est chauffage collectif, eau chaude collective. Donc en fait, toi, à ton nom, tu as qu'un contrat EDF, quoi. C'est ça, uniquement un contrat d'électricité, puis tout le reste est géré par la copro ensuite. Bon, on voit les communs sont propres, dalle béton, ourdi, immeuble des années 70. Moi, c'est mon style. C'est du solide, c'est costaud, ça vieillit bien, ça craque pas. On n'a pas de plancher qui flanche d'un côté ou de l'autre. Donc la base structurelle est déjà bonne. À l'époque, c'est vrai que pour avoir rénové par moi-même quelques appartements années 60-70 et quelques appartements un peu plus récents, c'est vrai qu'on remarque que ce soit dans l'épaisseur, la qualité des matériaux, ne serait-ce que, je sais pas, par exemple un plancher, c'est vrai que ce qu'ils mettaient à l'époque, c'était vraiment qualitatif les matériaux. C'est pas comme aujourd'hui où on essaye de gagner quelques millimètres sur l'épaisseur des lames pour que ça coûte moins cher tout ça. Donc c'est vrai qu'on avait des matériaux assez nobles quand même dans ce genre d'immeuble. C'est vrai, à l'époque ils faisaient moins attention à l'économie. Tout à fait.
Ok, on monte à quel étage? Au dernier. Ok, bon, on est sportif. C'est parti. Pas d'ascenseur? Pas encore. Ah? Non, il n'y avait pas de projet d'ascenseur. Ah bon, ça va. Parce que ça augmente les charges. Non, c'est pas en projet du tout. Et puis typiquement, quand tu as une colocation, normalement c'est des jeunes peuvent monter à pied, donc c'est plus un inconvénient d'avoir un ascenseur qu'un avantage, parce que réellement ils l'utiliseraient pas vraiment. C'est ça augmente énormément les charges, ne serait-ce qu'en coût de maintenance et en réparation. Et l'avantage qu'on a, c'est que vu qu'on loue plutôt à des jeunes, c'est vrai qu'il n'y a pas ce frein où quand on peut avoir des familles avec des poussettes, tout ça, ça peut être embêtant. Ouais. Là pour le coup, c'est pas très dérangeant, quoi. Ouais, tout à fait. Donc 4 niveaux avec 4 appartements à chaque fois? Oui. Ok. C'est que des appartements F3 Alors, ou F4? on a je crois qu'on a du F3 et du F4 ici. Celui-ci c'était un 2 chambres initialement, c'était un F3 et qui a été transformé du coup en appartement 4 chambres. D'accord. Je vais vous montrer. Allez, c'est parti. Donc là on a une petite entrée avec le WC sur le côté. Ok. Bon, donc là, cet appartement a été rénové il y a 3 ans à peu près, c'est ça? Il y a un petit peu plus de 2 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Un petit peu plus de 2 ans. Donc pour le coup, c'est moi et mon associé, on a mis un peu la main à la pâte. On a un petit peu délégué sur l'électricité et un petit peu la plomberie aussi. D'accord. Mais globalement, on a à peu près fait tout le reste. Très bien, c'est bien au début pour économiser, effectivement. Du coup, je vois l'électricité, le tableau est impeccable. Bon, placard d'entrée. Là, on a 2 grands rangements, donc on peut ranger. Ça, c'est bien pour de la coloc d'avoir du rangement parce qu'ils ont toujours des valises, des affaires, des sacs, des machins, des trottinettes qui peuvent plier, tout ça. Donc là, on a quand même 2 beaux rangements, ils peuvent mettre plein de choses dedans. Bon, là, je pense que c'est le bazar. Mais ok, donc là, on rentre après directement. Donc il y a une chambre là. On a une première chambre ici. On a le salon, séjour, cuisine. C'est ça. Pièce à vivre ici. Et donc 2 autres chambres et il en manque une qui est là-bas. Ok, d'accord. Alors celle-ci malheureusement on ne pourra pas aller la regarder parce que bon on n'a pas réussi à avoir le locataire n'a pas réussi à nous ouvrir la chambre aujourd'hui. Mais globalement c'est une chambre d'environ 10 mètres carrés. Assez simple, elle est vachement similaire aux autres qu'on va voir après. La petite différence, c'est que de la même manière qu'ici on a une porte vitrée, on a une grande porte vitrée sur à peu près 2 mètres de long dans la chambre qui permet d'avoir une grande ouverture. D'accord, très bien. Bon, de toute manière, on pourra essayer d'insérer quelques photos. Oui, j'ai des photos. Voilà, pour s'imprégner des lieux. Donc là, tu as fait le choix salon ouvert sur la cuisine. C'est ça, parce qu'initialement la cuisine, donc elle n'était pas du tout ici, elle était donc de l'autre côté, donc dans la chambre, la première chambre qui est ici. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé les réseaux donc de l'autre côté du mur pour pouvoir installer cette cuisine en long ici, et du coup pouvoir passer l'ancienne cuisine en chambre. En chambre. Voilà. Ok, très bien. Et concernant du coup la création de la seconde chambre, donc en tout on a 4 chambres ici, donc la seconde chambre qui a été créée, donc c'est la chambre qui est fermée là-bas. Parce qu'initialement on avait un double salon séjour ici, donc on avait la partie salon qui était là ou séjour peu importe et l'autre partie qui était de l'autre côté. Et donc ce qu'on a fait, c'est on a fermé avec une cloison pour pouvoir du coup délimiter une 4e chambre et créer un 4e espace privatif. Très bien, optimiser la rentabilité. On avait aussi un couloir ici qui passait, donc tout le long. On avait une porte à ce niveau-là à peu près qu'on a fait tomber pour pouvoir gagner un petit peu d'espace dans la pièce principale. Parce que il fallait un petit peu gagner de grandeur pour qu'on ait un minimum d'espace dans le salon et la cuisine. Là, effectivement, tout passe. Finalement, la cuisine, le canapé, une table pour manger, tout y est, quoi. Tout y est. Et c'est bien dimensionné parce qu'au final, on n'a pas forcément envie d'avoir des très grands espaces parce que qu'est-ce qui se passe quand on a des trop grands espaces? C'est qu'ils invitent des copains, des copines et on se retrouve à 10 dans une colocation où finalement le propriétaire provisionne les charges et donc paye l'eau en avance, l'électricité. Et il faut pas que ce soit adapté à 10 personnes. Il faut que ce soit adapté à 4 personnes, puisque là il y a 4 chambres, mais pas à 8, c'est pas fait pour volontairement, donc c'est pas mal. Ça permet de gérer un petit peu tout ça. Donc là c'est bien, oui, tu fais un peu le tour des chambres, c'est parfait. Au niveau des tailles, c'est très bien, ça fait, là je pense que celle-ci elle doit faire 14 mètres carrés. Alors celle-ci c'est la plus grande, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre dans celle-ci donc une cabine de douche avec une vasque. Très bien. Parce qu'ici initialement on avait une salle d'eau du coup pour les 4 chambres. Donc ce qu'on a fait c'est on a rajouté du coup la vasque et la cabine de douche dans une chambre pour faire en sorte que nous on essaye de pas dépasser un ratio, c'est-à-dire qu'une salle d'eau pour 3 chambres maximum.
maximum. À partir de 4 chambres, il nous faut 2 salles d'eau. Ouais. Sinon, on considère qu'au niveau du confort, on est en dessous de ce qu'on souhaite proposer à nos locataires, quoi. Ouais, mais je pense que c'est une bonne idée, sinon ça se bouscule. On peut faire des petites histoires C'est le ça. matin. Très bien, donc ok, une première chambre, la deuxième, avec des étagères de rangement. Donc là, les locataires sont là depuis longtemps, ceux qui sont présents. Et ils restent là, il n'y a pas de préavis en cours là pour l'instant? Justement, on a reçu un préavis hier. Ah, ok. Pour une chambre. Donc, alors c'est un préavis, la personne souhaite quitter la chambre d'ici 2-3 mois. Donc on a le temps de relouer. D'accord. S'il est pris bien en avance, donc pour nous c'est encore mieux. Ça nous laisse le temps d'anticiper encore plus pour pouvoir relouer au moment où il s'en va. Ok. Et sinon, globalement, on a un locataire, ça fait quasiment depuis qu'on a fini l'appartement qu'il est là. Ok. Et en moyenne, il reste à peu près environ 12 mois à peu près par locataire. Ouais. C'est à peu près la moyenne D'accord. qu'on a ici. Bon, après, s'il y a une personne qui achète le projet, tu pourras peut-être trouver le nouveau locataire, mettre Oui, en bien place sûr. éventuellement le nouveau colocataire, Tout à fait. pour que la personne achète vraiment clé en main, quoi, C'est et ça. entièrement loué. L'idée, c'est d'avoir un produit fini, un produit qui soit loué, un Ouais. produit qui soit rentable Ouais. pour la personne qui va se porter acquéreur. Et l'objectif qu'on a ici, c'est de proposer donc des bons produits, et surtout que l'acquéreur, une fois qu'il a financé son bien et mené son projet d'achat, qu'à la fin, il ne soit pas en cash flow négatif. Ça veut dire qu'une fois qu'il a payé ses charges et ses impôts, Ouais. qu'il soit au moins à l'équilibre. Bien sûr. Histoire d'avoir Là, quelque chose. on fera la fiche de synthèse à la fin de la vidéo, mais là, globalement, on est quasiment à 12%. On a presque une chambre, je pense, en bonus. C'est-à-dire que si 3 chambres sont louées, le projet s'équilibre financièrement, et la 4e apporte le cash flow et le matelas de C'est sécurité exactement ça. pour améliorer, faire les réparations nécessaires et entretenir le bien, quoi. Tout à fait. Ok, très bien. Tu prends des assurances de loyer impayé, des garanties, des cautions sur les locataires en place? Étant donné qu'on loue en colocation, on loue principalement à des étudiants ou à des jeunes travailleurs qui ont moins de 30 ans. Et pourquoi moins de 30 ans? Parce qu'on travaille beaucoup avec la garantie Visale, qui est un organisme très d'État bien. qui peut se porter garant pour nos locataires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun critère d'éligibilité. Tu as réussi à le dire. J'ai réussi. Je sais pas si j'y arriverai, moi. Mais à chaque fois par téléphone, je le dis, donc au bout d'un moment, je bien. m'entraîne en fait tous les jours. Ah ouais, c'est vrai que c'est éligibilité. Ouais, c'est pas facile. ouais, c'est pas évident. Ouais. Et du coup, à moins de 30 ans, ils sont tous éligibles. Exact. Donc, si on a un défaut de paiement, les impayés seront quasiment immédiatement pris en charge par Visale. Donc, on Ouais, reçoit c'est nos top. loyers quasiment immédiatement. Pour avoir eu un cas sur un autre bien récemment, ça marche super bien. Tout ce qui est procédure, frais de justice, suivi, etc., le propriétaire, il n'a rien à faire. C'est Visale qui prend en charge toute la procédure et qui règle tous les loyers, plus toutes les dégradations jusqu'à la fin du dossier. C'est exceptionnel. Franchement, ce service, il est vraiment pour top, les hein. bailleurs, c'est Ouais. gratuit, ça marche bien, c'est rapide. Super. Moi, je préfère même ça au cautionnaire familial qui, bon, normalement, on prend en charge, mais qui peut être défaillant. Alors que là, avec Visale, on est sûr d'être payé s'il y a C'est le ça. moindre problème. Moi, j'ai eu le cas, j'ai eu plusieurs impayés et Visale a très bien fonctionné. Donc, moi, c'est pareil. Je souscris beaucoup avec Visale et je peux que conseiller de l'utiliser. Donc là, c'est super sécurisé. Tout est sécurisé en termes de revenus locatifs. Et dégradation aussi. Oui. Visale, il y a une petite partie dégradation, parce que plus ça va, plus les contrats évoluent. Donc ils élargissent de plus en plus leur champ d'action. Et effectivement, les dégradations, les plus de 30 ans maintenant, c'est pour tous ceux qui gagnent moins de 1500 €, etc. etc. Donc c'est une très bonne chose pour nous, les propriétaires bailleurs. C'est hyper rassurant. Ouais, super, je suis d'accord, c'est top. Donc la dernière chambre qui est ici, bon, l'autre qu'on ne pourra pas voir, mais ok. Ouais, très bien. Donc il y a de la vie, comme on peut voir. Oui, C'est en cours. Non, de toute manière, c'est normal, c'est des jeunes. Voilà. Ok, très bien. Bon, mais je pense que c'est pas mal, hein. C'est tout propre, c'est tout rénové. Il n'y a pas de travaux à prévoir dans la copro. C'est une affaire qui tourne. Toi, tu l'avais acheté en SCI, ce bien, en nom propre? Alors on l'a acheté donc à deux, comme je t'avais Ouais. dit tout à l'heure, donc avec mon associé. Et donc moi j'ai une holding aujourd'hui avec de la SCI et aussi des sociétés commerciales. Ok. Et ici donc cet appartement il a été acheté en SCI à l'IS et moi j'ai mes parts à moi, donc 50% de la SCI qui sont détenues par ma société holding. D'accord, ok. Donc justement, parlons-en un petit peu. On s'assoit là? Allez, On sera pas mal là. Le canapé est beau, on va voir s'il est confortable. On va voir si le prix est justifié avec la qualité du canapé.
Ok, donc intéressant. Alors justement, parlons-en de cette holding, parce que tout le monde veut avoir sa holding. Ça fait classe, c'est vrai d'avoir une holding. Oui, tout à fait. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Et donc toi, tu l'as créé dans quel cadre? Et comment ça fonctionne? Globalement, le principe de base d'une holding, et pourquoi toi tu en as créé une pour ta situation? Quel est ton intérêt? Alors moi, mon intérêt, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des SCI Oui. et j'ai aussi des sociétés commerciales. Ok. Et pour moi, l'attrait d'une holding aujourd'hui, ou d'un holding, on peut dire un ou une apparemment. Oui, c'est vrai. L'attrait que ça a, c'est que ça permet de faire transférer des flux financiers entre sociétés. Donc l'intérêt de faire transférer des flux, c'est d'avoir des flux à transférer. Et pour transférer des flux, ce qui est bien, c'est d'avoir des sociétés commerciales généralement, Ouais. parce qu'avec des CI, on fait du locatif, on arrive à générer du cash flow, mais on ne fait pas non plus des dizaines de milliers d'euros par mois, on ne génère pas des sommes qui sont gigantesques. À mon sens, pas forcément des sommes, sauf cas exceptionnel bien sûr, mais pas forcément des sommes qui justifient de créer une holding, parce que les flux qu'on va faire remonter vont être relativement assez faibles par rapport au coût de structure, au coût de création et au coût de maintenance de la holding. Donc c'est vrai que moi j'aurais plutôt tendance, et pourtant ça peut paraître super sexy quand on l'entend, mais plutôt tendance à déconseiller des schémas de holding pour des investisseurs qui souhaitent uniquement, par exemple à côté de leur activité professionnelle, investir dans des SCI ou voilà. Parce que comme on l'a vu, je pense pas que ce soit très, très judicieux au niveau de la rentabilité entre le coût, le temps que ça va prendre et ce qu'on va y gagner derrière. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Après, voilà, si par exemple on fait de l'immobilier ou à côté on fait de la restauration, ou voilà, on a une activité commerciale à côté, ou on fait du marchand de biens, peu importe, on a une activité qui génère beaucoup de flux, beaucoup de bénéfices, beaucoup d'argent à faire transférer. Trésorerie, c'est ça. C'est vrai que pour éviter le frottement fiscal, c'est-à-dire j'ai ma société commerciale, je récupère les sous en nom propre et après je les réinjecte dans une SCI par exemple, là le frottement fiscal il est assez délicat, il fait assez mal. Et ce qui peut être intéressant dans ce genre de situation, c'est au lieu de passer en nom propre, donc au lieu de reprendre les sous et de les renvoyer sur les SCI en nom propre, ce qui peut être intéressant, c'est de directement faire une convention de trésorerie. Ou alors de faire remonter les dividendes à la fin du bilan de la SCI vers la holding, enfin de la société commerciale pardon, vers la holding. Exactement. Et ensuite justement de faire jouer ces flux-là et pourquoi pas de renvoyer une partie des flux qu'on a remontés dans la holding vers des SCI pour réinvestir. Et ça évite le frottement fiscal et ça nous permet de réinvestir une grosse partie de ce qu'on a gagné avant sans payer trop d'impôts. Voilà, moins d'impôts. En fait, on a plus d'argent à réinvestir puisqu'on invite l'imposition personnelle. C'est ça. L'imposition personnelle, c'est quand on veut sortir l'argent de la SCI à l'impôt sur les sociétés. Bon, souvent, c'est la flat tax, le choix qui est préconisé. Donc 30%. Donc effectivement, on enlève ces 30%, il y a un petit frottement fiscal mais qui est très léger pour remonter l'argent dans la holding et réinjecter dans la SCI. Et donc au lieu de se retrouver avec, si on a 100 000 euros de bénéfices avec 70 000 euros à réinjecter, on a directement 98 000 ou 97 000 à réinjecter, et donc c'est plus intéressant. Mais tout à fait d'accord avec toi, tout de même on en avait parlé avant de faire la vidéo. Et c'est vrai que créer une holding uniquement pour faire du locatif, moi non plus, j'en vois pas l'intérêt. J'ai pas de holding aujourd'hui. Enfin, j'en ai une. Pardon, j'en ai une dernièrement, mais qui n'est pas encore active parce qu'elle n'a pas d'intérêt à être active. Elle a été créée parce que justement, je fais un peu de marchand de biens aussi, donc elle est là pour être associée dans ma société de marchand de biens. Et dans un second temps, elle va pouvoir être active après pour réintégrer justement des apports pour de l'investissement locatif. Mais quand il n'y a que du locatif, c'est que du cash flow qui est très léger. On capitalise surtout, mais on n'a pas vraiment de gros flux à faire naviguer. Donc, dites-nous en commentaire si vous avez une approche différente d'ailleurs sur le fonctionnement de la holding, que vous l'avez créée uniquement dans le but d'investir en immobilier et que vous y voyez un intérêt. On est curieux de savoir quelle est votre vision et votre stratégie. Mais moi, après avoir étudié en long et en large, je trouve que pour l'instant, en tout cas au début, quand on débute et qu'on achète tout à crédit, pas de flux à faire naviguer d'une manière importante. Donc voilà, donc c'est intéressant. Tout à fait. D'autant plus qu'il y a toujours cette possibilité de commencer un parcours classique avec pourquoi pas des SCI. Et ensuite, si on souhaite se diversifier dans l'immobilier ou peut-être une autre activité commerciale, on peut toujours ensuite créer sa holding quand ce sera le bon moment et qu'il y aura des flux, que ce sera judicieux. Donc il ne faut pas se dire je la fais soit maintenant, soit je la fais jamais. On peut le faire plus tard. Donc il n'y a pas besoin non plus de se presser ou de trop anticiper, quoi.
Exactement. Et faites attention aux conseils que vous avez de professionnels qui ont des intérêts à vous faire créer des sociétés, quoi. Vous allez voir un avocat, vous allez voir un expert comptable. Bon, ils peuvent avoir des intérêts à vous faire créer des sociétés qui n'ont pas forcément d'intérêt malheureusement pour votre situation. Donc, toujours prenez vous-même les décisions, prenez des conseils le plus largement possible et prenez vous-même des décisions. Donc, bon, ben intéressant. Alors, bon, rapidement, ton parcours, toi, tu as commencé à investir il y a longtemps. Il y a longtemps, à l'époque, il y a quelques années. Au début, alors tu as fait plusieurs choses. Est-ce que tu peux faire un petit portrait rapidement de ton parcours à ton âge, parce que c'est quand même inspirant d'arriver aujourd'hui à naviguer avec différentes sources de revenus en étant si jeune, quoi, et être psychologiquement, en tout cas, libre, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Alors au tout début, je dirais qu'il y a eu un début de parcours vers mes 17 ans, quand j'étais un petit peu plus jeune. Je voulais acheter quelque chose, mais je savais pas trop quoi. Donc je voulais acheter un appartement, mais bon, c'était un peu cher. Du coup, j'ai cherché des places de parking et j'ai trouvé une affaire sur Bordeaux, du côté de Senois, un petit peu dans la Cube. Une place pas très chère, c'était même bizarre, donc bon, j'ai dit bizarre. C'était à 1500 € la place. Bon, c'était pas un quartier exceptionnel, mais quand même. Donc bon, je suis allé voir avec mon papa qui voulait pas y aller de base, mais bon, j'ai réussi à le motiver, quoique bon, il voulait quand même y aller. Ouais, curieux quand même. Un peu curieux quand même. Du coup on y était et bon, je voulais pas l'acheter, mon père il m'a dit si tu l'achètes pas moi je l'achète. Du coup je l'ai acheté. Je l'ai acheté, et puis je l'ai loué quelques temps 50 € par mois, avec les frais de notaire je l'ai payé 1900 € à peu près, je l'ai loué quelques temps 50 € par mois, après je l'ai revendu à peu près 7 ou 8 000 €. Bon, j'ai commencé comme ça. Déjà ça fait quand même un petit déclic. Ouais, quand on achète une place de parking vraiment pas chère, la plus-value que tu as fait, pour la parenthèse, c'est que tu l'as mise en location et que tu as vendu un rendement. C'est ça, et c'est ça qui a changé la chose sur cette place de parking en fait. C'est ça, vu que j'avais réussi à la louer 50 € par mois, je me suis dit, 50 € par mois c'est un revenu, donc combien les gens seraient prêts à payer pour avoir 50 € par mois. Donc je l'ai vendu une rentabilité, ça devait être autour des 10%, je me souviens plus trop, et du coup ça s'est vendu comme ça. Et puis ensuite, je voulais faire de la colocation, donc j'ai cherché à acheter des colocations. Sur Bordeaux, c'était trop cher, donc c'était pas la peine. Avec mon prêt étudiant du coup. Et j'ai trouvé c'est une colocation, donc c'était sur Niort, voilà, que j'ai acheté avec mon prêt étudiant. Et j'ai acheté ce premier appartement comme ça. Et ensuite, j'ai un petit peu enchaîné. J'ai acheté un deuxième appartement, c'était avec mon papa cette fois. Donc il a vu que ça marchait bien, donc on s'est dit, il s'est dit pourquoi pas. Voilà. Je vais m'associer, me rapprocher. C'est ça, donc il m'a aidé pour le financement et aussi pour mener le projet, tout ça, on l'a fait un petit peu ensemble. Super. Il y a eu ça. En parallèle de ça, bon, je fais un petit peu de sous-location aussi, que ce soit sur des colocations ou sur des immeubles, tout ça. Voilà, je faisais un petit peu ça. Bon, je suis en train de freiner un petit peu l'activité, pas parce que c'est inintéressant, au contraire, pour débuter, c'est vachement bien pour se faire des petits compléments de revenus. Exactement, ça peut être top. Mais bon, quand on évolue, on a peut-être envie de faire autre chose des fois. De capitaliser. Voilà, tout à fait. Plus. C'est ça. Donc il y a ça, et puis ensuite j'ai acheté du coup cet appartement avec mon associé Quentin, où on est actuellement. Et là j'ai deux appartements sur Limoges, un qui est quasiment fini et un autre qui est en cours de rénovation, qui vont aussi être donnés en colocation quand ils seront terminés. Et puis à côté de ça, je fais un petit peu d'achat-revente sur des invendus, des fins de lot, on va dire, sur des promoteurs, tout ça, qui n'arrivent pas à vendre des parkings. Donc moi, je leur achète des lots de 10, 20, 30, 50 parkings. Et j'essaye de les revendre plus cher que je les ai achetés. Voilà. Excellent. Bon, c'est incroyable. Franchement, déjà à ton âge, c'est top. Franchement, beau parcours. Et donc, évidemment, que des projets très rentables à chaque fois, pour avoir des revenus complémentaires sur chaque opération. Un peu d'achat-revente, un peu de la colocation, c'est ça qui permet d'avoir du cash flow. C'est vrai que dans la location, sur cette chaîne, on parle beaucoup de location longue durée, mais ça dépend des profils. Quand on est jeune, qu'on veut se créer un revenu vraiment complémentaire, il faut aller sur des modes de location plus dynamiques, plus rentables, quitte à payer un peu plus cher, je veux dire le prix en termes de temps et d'énergie, mais avoir des vrais compléments de revenus, parce qu'effectivement, 300-400 € de revenus complémentaires par colocation, si tu arrives à en avoir 3 ou 4, ça y est, presque, on arrive à un petit SMIC de payer, et puis c'est le début de la liberté, au-delà d'avoir beaucoup d'argent, rien que dans la tête de disposer de son temps, d'arriver à payer ses charges, on switch après, et puis après ça ouvre le pas sur d'autres possibilités, on évolue. C'est exactement ça, on a toujours cette chance de pouvoir évoluer et faire autre chose quand on voudra passer à autre chose, quand on a la possibilité d'avoir cette liberté, c'est toujours intéressant. Et oui, la colocation, au même titre que la location saisonnière, mais encore dans un autre
un autre niveau. La colocation, oui, il faut mettre en perspective le temps qu'on y passe, au niveau de la gestion, etc., qui est quand même plus chronophage, faut pas non plus, que de la gestion, on va dire, plus classique en nu. Mais à côté, un appartement, si on prend cet appartement et qu'on le loue en nu, qu'on enlève tous les meubles aujourd'hui, on va le louer à peu près 700 €. Et en colocation, alors oui, on a 4 fois plus de locataires à gérer, mais on va le louer le double, même un peu plus, hors charge. Donc il y a plus de travail, mais on a une meilleure renta, donc après tout se paye, quoi. Il n'y a pas photo. Cool. Bon, écoute, et puis maintenant, donc l'équipe tu viens d'intégrer projet locatif, tout fraîchement, on a fait une visio ce matin d'intégration, de formation, de lancement d'activité. Donc, est-ce que tu peux préciser ton secteur de prospection, toi, et quelle est ta spécialité? Bon, on a compris que tu avais une grosse expertise sur les colocations. Est-ce que tu peux accompagner sur des immeubles? Quel est, ton domaine d'expertise et ton secteur de prospection s'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services? Alors au niveau de mon domaine de prospection, donc moi j'habite à Bordeaux, donc tout ce qui est région bordelaise, etc., je suis vraiment sur place pour le coup. Après, à titre, on va dire, personnel pour mes investissements à moi et du coup aussi pour les clients que je vais accompagner, je me déplace donc sur Niort, aussi sur Limoges, et puis sur Périgueux du coup. Donc voilà, globalement, toutes les villes moyennes qui sont susceptibles d'attirer un public pour la colocation. Environ maximum 2h30 de Bordeaux, donc voilà, on a pas mal de villes qui sont intéressantes. Et après, effectivement, moi, mon cœur de spécialisation aujourd'hui, c'est vraiment la colocation, voilà, tout ce qui va être location à la chambre, location meublée, pourquoi pas des co-living, sur des grands immeubles, ce genre de choses. Cependant, j'évolue aussi, et petit à petit, je commence à regarder un petit peu aussi tout ce qui est immeuble de rapport, pourquoi pas des plateaux, ce genre de choses. Peut-être des projets un peu plus grands où, voilà, vu que je suis en train d'arbitrer et d'aller chercher des plus gros financements, je m'intéresse à des projets plus gros et je vais développer une expertise un peu plus poussée là-dedans, ce qui me permettra d'accompagner encore plus de clients sur des domaines encore plus spécialisés, mais tout en restant assez large, quoi. Ce qui est très intéressant, c'est que tu disposes de temps. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit, en fait, l'avantage de toi, entre autres, et de la plupart de nos conseillers, il y en a qui font ça en double activité, mais effectivement, quand on voit une bonne affaire, toi, tu prends ta voiture, tu y vas tout de suite, et le bien est bloqué. C'est le gros avantage de disposer de 100% de son temps, et d'être hyper réactif en cette période, justement, où il y a quand même encore de la concurrence. On arrive en plein mois d'août bientôt, on n'y est pas encore, on est en juillet, mais moi je constate quand même que sur mes contacts que j'ai pour mes annonces de vente ou de location, ça commence à se calmer un petit peu quand même. C'est vrai. Mais il y a toujours des coups à jouer pendant les périodes creuses, notamment quand il y a toujours des acquéreurs, des vendeurs qui sont pressés. Qu'on soit en plein été ou en plein hiver, il y en aura toujours. L'avantage de la période creuse, c'est qu'on est moins nombreux à aller négocier ces vendeurs-là, ce qui peut nous permettre de trouver les bonnes affaires qu'on recherche, que ce soit pour nous ou pour nos clients, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je crois que ça va être pour l'instant une de mes meilleures années, en fait, parce qu'il y a moins de concurrence, effectivement. Certains biens, on peut les négocier un peu plus. Et puis on retrouve des bonnes affaires, ce qu'on ne retrouvait pas il y a 2 ans. Donc oui, les taux de crédit ont augmenté, mais on le voit, ils ont tendance à baisser avec le temps, ils vont baisser petit à petit, on renégociera, et surtout on achète, on capitalise et on avance. Voilà. Financière en détail. Alors, le prix de vente de ce projet est de 132 000 €, auquel s'ajoutent 10 500 € de frais de notaire, auquel s'ajoutent 11 500 € d'honoraires projet locatif, ce qui fait un coût total de projet à financer de 154 000 €. Le montant à emprunter estimé de 143 500 avec un petit apport, puisque maintenant c'est ce qui est demandé par les banques. Sur une durée de 20 ans, on arrive à des mensualités de quasiment 900 € par mois pour financer ce projet. Au niveau des chiffres de location, donc des revenus, donc 4 chambres, vous avez les dimensions des chambres notées ici, et voici les montants actuels hors charge. Donc on est de 319 à 339, 334, 319, suivant la taille des chambres. Une provision pour charge qui permet justement de gommer toutes les charges liées à la colocation, ce qui fait un total donc hors charge de revenus locatifs de 15 732 €. Voilà, on est donc à un peu plus de 10% de rentabilité.
Au niveau des charges, donc on a une taxe foncière à 10 040 €, la partie donc copropriété qui reste à la charge du propriétaire de 477 €, un peu d'assurance propriétaire non occupant et bien sûr le crédit qui représente la plus grosse partie. On se retrouve avec 12 387 € de charges annuelles et donc un beau différentiel de pratiquement 300 € par mois, on va dire 270 € par mois de cash flow positif avec un financement quasi total puisqu'on n'aura mis que 10 000 € d'apport dans ce projet. Donc voilà, beaux équilibres financiers. Ce type de projet est souvent réalisé dans le cadre du régime LMNP, donc achat en nom propre et déduction possible de toutes les charges. Donc ça c'est assez simple, ce qui évite de payer de l'impôt pendant pas mal de temps, hein, même si on n'a pas de travaux. Vous allez pouvoir déduire les frais de notaire, les honoraires projets locatifs, pratiquer des amortissements aussi reportables. Donc tout ça fait que vous allez pouvoir éviter la fiscalité pendant pas mal de temps. Et sinon, bien sûr, c'est un achat qui peut se faire aussi en SCI à l'impôt sur les sociétés, à chaque fois à étudier en fonction des situations, des objectifs et du projet. Oui, puis comme tu disais tout à l'heure, quand on parle de la taxe foncière, tu disais qu'il faut regarder le projet, l'équilibre du projet au global. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des taux qui sont élevés, sachant, comme tu l'as dit très bien, on pourra les renégocier plus tard. C'est pas forcément un gros problème. Mais ce qui est intéressant, c'est la vision globale du projet. C'est pas parce qu'on a un taux à 4% ou à 5 ou à 2, peu importe, qu'on doit stéréotyper le projet et dire c'est pas intéressant. Il faut regarder à la fin, une fois qu'on a posé les chiffres, concrètement avec le taux actuel, est-ce qu'on est rentable, est-ce qu'on a du cash flow ou est-ce qu'on atteint moins nos objectifs, quoi. Et pas se bloquer à se dire oh, 4% c'est trop, je regarde même pas, quoi. Ouais, tout à fait. Mais bon, moi j'ai connu les taux à 4%, c'est vrai que c'est plus dur pour ceux qui ont connu que les taux à 1%. Ouais, mais bon, moi ça me pose aucun problème en fait d'acheter avec des taux de crédit à 4%. C'est ce que j'ai connu quand j'ai commencé en 2008-2009. Donc j'ai pas de difficulté avec ça. Je sais que l'immobilier c'est des cycles. Et puis avec l'effet de levier, on achète quand même de l'immobilier presque gratuitement. Donc franchement, voilà, je trouve qu'il y a un intérêt incroyable encore en France à y aller et à avancer, quoi. Bah, plus aujourd'hui qu'avant, ouais, j'ai l'impression. Je trouve que c'est une très bonne période. Ouais. Quand il y a moins d'investisseurs, c'est là où il faut y aller en fait, parce que sinon, il y a 2 ans, voilà, tout le monde disait les prix étaient trop élevés, mais les taux de crédit étaient bas, donc on n'y va pas. Et aujourd'hui, les prix baissent un peu et les taux de crédit augmentent et les mêmes personnes disent ouais, mais les taux de crédit sont trop hauts. Bon. Écoutez, bonne réflexion à vous sur ces mots. Pensez à vous, passez à l'action surtout, et puis on vous souhaite de très bons investissements. Merci beaucoup pour cet échange, c'était hyper riche, hyper intéressant. Qui plus est, à 25 ans, ça laisse présager de belles choses pour l'avenir. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Je te remercie, Romain. Merci. Super. Pensez à vous, bons investissements à tous. Ciao les investisseurs. Salut.